Analyse linéaire du poème à ma fille de Victor Hugo, Saïd Ben Alia, groupe 6, semestre 2. Publié en 1856, Les Contemplations est un recueil poétique qui, au point de vue quantitatif, est composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres et qui évoque, au point de vue qualitatif, 25 années de la vie de Victor Hugo, pleines de souvenirs et d'émotions, mais aussi de combats politiques. Le poète appartient, ainsi qu'Alfred de Musset, Alfred de Vigny et Bertrand, à la deuxième génération 1820-1830 du romantisme français dominant la première moitié du XIXe siècle. Ce mouvement littéraire se caractérise par l'exaltation du moi et l'expression des sentiments personnels, l'amour, la rêverie, la nature, le sacré, la mort, etc. Le poète des contemplations est Victor Hugo, aussi dramaturge, etc. Le poète des contemplations est Victor Hugo, aussi dramaturge, prostateur et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et meurt le 22 mai 1885 à Paris. Le poème intitulé « À ma fille », écrit en octobre 1842 à Paris, est extrait de l'œuvre maîtresse de la poésie hugolienne « Les Contemplations ». Première partie, autrefois, 1830-1843, livre premier, Aurore. Le poète exprime à sa fille son amour, sa sagesse et ses conseils. Il invite à comprendre le monde et reconnaître ses deux côtés, sombres et éclairés. En fait, comment Victor Hugo utilise-t-il la poésie pour guider sa fille à acquérir le vrai bonheur? Et en quoi ce poème est-il un moyen de renouveler le regard sur le bonheur et la gloire? Nous allons analyser ce poème à la lumière de 2 axes fondamentaux. En premier lieu, nous traiterons la dimension du bonheur à travers la forme poétique du poème étudié, et en second lieu, nous étudierons les effets sémantiques et rhétoriques qui servent la notion du bonheur et de la gloire. D'abord, le titre. Le titre de ce poème est présenté sous forme d'une phrase déclarative affirmative « à ma fille », débutée par la préposition « à » qui signifie ici la destination, c'est-à-dire donner quelque chose à sa fille, mais le poète n'a pas dévoilé la nature de cette donation. Lors d'une première lecture, nous découvrirons que la versification de ce poème, avec les règles et les techniques employées, obéit formellement à la lecture poétique traditionnelle reconnue au XIXe siècle. Ce poème se compose de 12 quatrains, autrement dit 6 strophes de 4 vers. Chaque vers comprend 10 syllabes. Ce sont des décasyllabes, sauf le dernier vers est très syllabique. En effet, ces strophes sont hétérométriques qui mêlent des mètres différents. Pour la syllabation, « Oh mon enfant, tu vois, je me semais » »« Oh mon enfant, tu vois, je me soumets » et dans ces 10 syllabes. 10 syllabes. Le E muet dans comme se prononce dans le deuxième vers, se prononce parce que cette voyelle vient avant une consonne M. Et le même cas pour heureuse, triomphante. Et le E muet demande ne se prononce pas parce qu'il vient avant une voyelle E, avant une voyelle E de éloigné. Et pour respecter le maître du poème, on fait appel à la diérèse dans le troisième vers, et plus exactement de le mot triomphante. Il devient syllabiquement comme suit. Tri-om-phon-te. Si le premier effet de la diérèse, à savoir le respect du maître dans le poème, mais il a un autre effet stylistique,
au service de la poésie est celui de mettre en valeur le mot triomphante afin de marquer l'allongement et l'expansion au niveau du mot et au niveau du sens. Dans ce cas, il y a un effet vraiment stylistique. Au niveau des rimes, tous les quatrains représentent le même schéma. Des rimes AB-AB, appelées rimes croisées. Elles sont de qualité suffisante et parfois riches comme dans ambre et nombre. On remarque aussi qu'il y a des phrases qui commencent dans un vers et s'achèvent sur le vers suivant. Et cette discordance donne une impression de continuité appelée enjambement. À sorte d'exemple, toi, mon enfant, dans l'azur de tes yeux, mets ton âme, pour valoriser mets ton âme, qui n'est pas à une place traditionnelle. Et tous les enjambements sont de nature totalement unique, ils sont des rejets qui mettent en valeur les éléments bousculés vers le vers suivant. Peu de choses, un sourire recommence par exemple. En plus, l'enjambement crée un effet d'allongement des vers. Au niveau du sens, un examen de plus près et une seconde lecture plus approfondie nous conduisent plus loin qu'un simple conseil qui donne généralement un père à son enfant. Victor Hugo joue des fois le rôle du prophète. Il amorce son poème par un « ô » vocatif pour interpeller sa fille « ô mon enfant » afin de lui attribuer un ensemble de conseils, transmettre des recommandations et surtout adopter un mode de réflexion. D'abord, le père demande à sa fille d'être comme lui et de vivre du monde éloigné et d'être bonne et douce en redressant la tête en signe de piété, de fierté, avec un honneur intact. Il a dit, fais comme moi, sois bonne et douce, élève un front pieux. Par la suite, et à partir de la 3e strophe, Victor Hugo explique la bonne interprétation du bonheur et la perception convenable du triomphe en répondant aux questions rhétoriques déjà posées dans la 1re strophe. Heureuse, non. Triomphante, jamais. Il affirme avec certitude, Victor Hugo affirme avec certitude que personne n'est heureux, ni triomphant, et la vie est incomplète. Il a dit, nul n'est heureux et nul ni triomphant, l'heure est pour tous une chose incomplète. Et que le désir d'un individu est peu de choses. Il a dit, dans l'univers, chacun cherche et désire un mot, un nom, un peu d'or, un regard, un sourire. En effet, le poète déclare que l'homme est toujours avide et passionné de plaisir. Il a dit, l'homme est un puits où le vide toujours recommence. Hugo évoque dans les strophes 8 et 9 la célébrité et la notoriété des grands hommes, penseurs et héros que nous admirons. Il ne faut pas les envier, car tous, tôt ou tard, quittent ce monde. Il a dit, ils sont allés chercher dans le tombeau un peu d'ombre. Le ciel, dans la strophe 10, comprend nos désespoirs et nos pleurs. Il a dit jour vain et sonore et éprouve de l'empathie pour les épreuves de notre existence. Il a dit nos horreurs. Ainsi, Victor Hugo avec un discours prophétique, évoque la divinité qui se veut transparente quant à sa propre essence et à celle de l'homme. Il a dit, Dieu nous éclaire à chacun de nos pas sur ce qu'il est et sur ce que nous sommes. Hugo croit à la transcendance, aux créateurs du monde. Oui, c'est vrai, en effet, Hugo croit à la transcendance. Il croit au créateur du monde et aux lois de la nature et de l'humain qu'il a érigé. Une loi, il a dit, une loi sort des choses d'ici-bas et des hommes. Dans la dernière strophe, il conseille sa fille de respecter la loi sainte qui exclut la haine, prône l'amour ou la compassion pour l'autre.
Le poète des contemplations fit usage d'une langue riche dans laquelle les mots sont souvent utilisés au sens figuré. La rhétorique des figures de style est bien claire dans ce poème pour le rendre plus expressif. On détecte un ensemble de figures de style, on y trouve les figures d'analogie telles que la métaphore, la comparaison et la personnification. La métaphore dont l'homme est un puits, l'heure est une ombre. La comparaison dont fait comme moi, comme le jour dans les cieux met sa flamme comme fait un flambeau. Et la personnification dans le ciel qui sait nos maux et nos douleurs. Il y a aussi la métonymie qui est une figure de substitution. Il a dit voici ces héros dont les fronts sont voici ces héros dont les fronts nous dominent. Il y a également l'accumulation qui fait partie de la famille des figures d'amplification. Un mot, un nom, un peu d'or, un regard, un sourire. Le temps des verbes dominants dans ce passage hugolien est le présent, afin d'exprimer les sentiments au moment où le poète écrit son poème, ainsi que le monde impératif employé ici pour former un souhait parental. Il a dit « Fais comme moi, vis du monde éloigné, sois bonne et douce, élève un front pieux, mets ton âme. » Victor Hugo nous aide à comprendre les conseils présentés dans le poème envers sa fille par le biais des champs lexicaux opposés, tels que l'azur de tes yeux, sa flamme, un peu d'or, un sourire, la gaieté s'illumine, un flambeau, le rayon éclair, horreur, remplissent le champ lexical de la lumière contre le champ lexical de l'obscurité, complété par un groupe de mots sombre, le tombeau, ombre, morose. En guise de conclusion, on affirme avec certitude que Victor Hugo a utilisé ce poème pour des fins éducatives au profit de sa fille. Et en même temps, il a trouvé une bonne échappatoire pour renouveler le regard sur le bonheur et la gloire. On remarque à la fin de cette analyse que ce poème exprime une vision bien particulière et personnelle du Victor Hugo. Toutefois, on peut se demander si le poète des contemplations peut assurer tout au long de son recueil le discours prophétique et conduire le lecteur au bord d'une forme de vie croyante commune à toutes les religions théistes. Saïd Ben Alia, 5 mai 2020, 14h47. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala.